Bonjour, un grand merci pour cette invitation à présenter le livre Partager la ville, genre et espace public que j'ai dirigé avec... Oui, voilà, le micro. Ça va mieux? Ok, désolée, très désagréable. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir invité à venir présenter ce livre. Alors, je me permets de vous remercier d'autant plus que c'est un livre qui n'a pas été très diffusé. Donc, c'est Partager la ville, genre et espace public. C'est un livre qui a été très peu diffusé en raison des modes de distribution de la maison d'édition qui demande en fait aux libraires de commander les ouvrages et qui ne les dépose plus sur table automatiquement. Et donc, c'est un livre qui, je crois, a eu une faible diffusion, notamment pour cela, et aussi parce que c'est un ouvrage universitaire. Mais voilà, donc un grand merci pour cette invitation. Alors, je voudrais revenir peut-être sur la genèse de ce projet éditorial, parce que je crois qu'elle est un petit peu particulière et que elle indique une spécificité peut-être du genre et de son arrivée dans le monde académique, c'est l'étroite collaboration avec le monde associatif de cette thématique dans l'espace scientifique et académique, puisque, comme en témoignent encore les débats aujourd'hui, le genre ne fait pas l'unanimité. Voilà, donc il est contesté, et notamment par les mouvements ultra-conservateurs dont on a eu l'occasion de parler juste avant. Et donc ce projet, il a été porté par le groupement belge de la Porte ouverte pour l'émancipation économique de la travailleuse et qui était représenté à l'ULB notamment par Gisèle Demeur et Sigrid Thieu. Alors c'est un projet qui visait justement à introduire cette thématique de l'insécurité des femmes dans les espaces publics, dans l'enseignement supérieur et notamment dans les universités. Alors, il se trouve que c'est Monsieur Paternotte qui a été contacté et que c'est un peu, comment dire, par ma double appartenance à l'époque à l'Université de Mons et à l'ULB, que j'ai été notamment, comment dire, embarquée dans le projet, tout comme un autre comparse, mais qui a disparu du projet éditorial, c'est Jean-Michel Lafleur. Alors, David Paternotte bien sûr était le spécialiste genre de ce projet. Moi, j'avais plutôt une étiquette fabrique des politiques urbaines de revitalisation. Et Jean-Michel Lafleur avait plutôt une étiquette ethnicité et migration. Et donc, c'est comme ça qu'un peu est né ce projet éditorial entre les trois universités. Ce n'est pas forcément donc la spécialité du genre qui nous a réunis, mais c'était aussi la volonté de diffuser. Hein, donc, c'est aussi quelque chose qui doit être souligné. C'est aussi la volonté de faire participer nos étudiants finalement à ce projet qui a un peu pris le dessus dans la composition de l'équipe au départ. Donc voilà. Alors c'est un projet qui a été financé par la ministre des Droits des Femmes, qui était à l'époque Isabelle Simonis. Et le projet avait ce site particulier qu'il était centré sur justement les femmes et leur sentiment d'insécurité. Et donc d'emblée, il était formaté, entre guillemets, sur une conception on pourrait qualifier un peu étroite du genre, mais qui est une conception binaire et donc qui ne prenait pas en compte la diversité des identités de genre qui sont aujourd'hui bien analysées par les études de genre. Alors, ce projet, il a une dimension politique, je pense, assez évidente, puisqu'il s'agissait d'introduire
la thématique de l'insécurité des femmes dans les espaces publics. Et par là, il s'agissait évidemment de produire des savoirs supplémentaires par rapport à ceux qu'on avait déjà et qui émanaient essentiellement du monde associatif, mais qui, à l'époque, étaient surtout marqués par le documentaire de Sophie Peters, Femme de la rue, et qui donnait à voir l'insécurité des femmes dans des quartiers populaires. L'idée était un peu de se démarquer un tout petit peu aussi de ce documentaire, ou en tout cas de ce qu'il laissait peut-être entrevoir en termes d'insécurité des femmes, dans la mesure où il laissait de côté toutes les violences faites aux femmes dans d'autres espaces sociaux qui sont des espaces moins marqués par les populations issues de l'immigration et qui sont des populations stigmatisées. Et donc, qui laissait de côté finalement les classes dominantes de nos sociétés. Voilà, et donc l'idée, c'était d'agir évidemment sur les représentations de nos étudiantes et aussi ne pas seulement se limiter à leur transmettre du savoir, mais aussi les faire participer à la production du savoir, comme le font en fait les associations qui travaillent beaucoup, enfin qui travaillent sur l'émancipation des femmes et qui contribuent beaucoup à impliquer leur public justement dans la production des savoirs qu'elles tentent de produire. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu la genèse de ce projet. Alors plus concrètement, donc ça c'est la table des matières, pardon, on a organisé 2 journées d'études à destination des étudiantes, puisque finalement, il n'y a que des étudiantes qui se sont manifestées. Donc, c'est aussi, ça montre quand même la dimension genrée des préférences des étudiants et des étudiantes dans le choix des thématiques de recherche, notamment dans le mémoire. Alors, on avait la plupart des étudiantes, on en avait 5 qui étaient en mémoire et une qui était en TFE et qui était justement l'étudiante de Mons, qui était Léopoldine Bogart et qui a réalisé un très beau TFE dans le cadre de ce projet. Alors, ces journées d'études, elles ont été organisées à destination des étudiantes. Donc, lors de la première journée d'études, nous avons réuni des chercheurs et chercheuses francophones, pas seulement belges, mais qui travaillent sur la dimension genrée de l'espace public. Mais, comme je l'ai dit, nous avons également invité des acteurs et des actrices du monde associatif pour présenter la production, la production de savoir qui les caractérise et qui, comment dire, a joué quand même un rôle moteur dans la médiatisation et dans la publicisation de ce problème public. Alors, lors de ces journées d'études, lors de la deuxième essentiellement, nous avons également fait intervenir les étudiantes, puisque les étudiantes ont pu présenter le fruit de leur travail, ce qui avait aussi une visée pédagogique, c'était de montrer que la production des étudiants et des étudiantes peut aussi avoir une portée dans l'espace public et que ce n'est pas juste un exercice qui vise à l'obtention d'une diplomation, mais que via ce genre d'exercice, on peut aussi porter des savoirs et contribuer à la construction de problèmes publics. Alors, ces journées d'études et ce projet éditorial ont une visée, bien entendu, avaient une visée exploratoire. On ne prétendait pas du tout faire le tour de la question, hein, puisque déjà à l'époque, les travaux de M. Paternotte ne tournaient pas qu'autour de la présence des femmes, mais tournaient déjà plutôt autour des mouvements LGBT. Alors, c'est un travail qui n'est pas exhaustif, mais qui a quand même un caractère, je crois,
un peu novateur étant donné l'inscription sinueuse en fait du genre dans l'espace académique et économique, et aussi parce que si on regarde finalement les grands manuels de sociologie urbaine francophone, en fait le genre est, moi ça m'avait vraiment étonné, jusqu'aux années 2010, le genre dans les manuels francophones et surtout français était comment dire, parfaitement absent de la présentation de cette sous-discipline. Et donc, l'idée, c'était aussi de pousser un tout petit peu et de visibiliser des travaux qui pouvaient être faits dans ce domaine de recherche. Voilà. Et enfin, c'était aussi une invitation à poursuivre, comme je l'ai déjà dit. Alors, maintenant, je vais m'attacher plutôt à vous présenter le contenu. Donc, ce sont des travaux qui ont été faits par d'autres personnes, donc vous m'excuserez si parfois je ne restitue pas bien ou je commets des erreurs dans des approximations dans la présentation de ces travaux. Alors, ce livre, il tourne principalement, comme je l'ai dit, autour de la sécurité, du sentiment d'insécurité des femmes dans les espaces publics. Alors, on peut repartir d'une définition donnée par Marilène Libert, qui est l'une des sociologues francophones qui fait exception, puisqu'elle s'est très tôt, au début des années 2000, intéressée à la question du genre dans l'espace public et dans l'espace urbain, et notamment à la question de la sécurité. Et donc pour elle, la sécurité, c'est une situation objective d'absence de danger, et c'est un sentiment aussi d'absence de danger. Il y a à la fois une dimension objective et une dimension subjective dans cette sécurité. Alors, le livre que je vous présente, il montre que ce sentiment d'insécurité des femmes, il peut être a priori considéré comme paradoxal, en fait, puisque les statistiques publiques montrent que les hommes sont bien plus nombreux à être victimes de violences urbaines, dans les espaces urbains. Alors, ce constat, en fait, il appelle plusieurs nuances, en fait, puisque il faut revenir tout d'abord sur la définition de ce qu'on appelle des actes de violence et d'agression aux femmes, puisque dans les définitions officielles, jusqu'à la loi de 2014 qui reconnaît les violences sexistes faites aux femmes dans l'espace public, les sifflements, les insultes, les poursuites, en fait, n'étaient pas reconnus légalement comme étant des actes d'agression. D'autre part, même si ces actes ont été reconnus comme étant, légalement reçu une reconnaissance légale, dans la pratique des agents chargés de les mettre en œuvre, cette reconnaissance n'est pas toujours effective. C'est-à-dire que même si, et ça c'est la contribution de Léopoldine Bogart qui le montre, même si il y a une inscription dans la loi, eh bien, les agents, notamment de l'enregistrement, qui sont les agents de police, la plupart du temps, exercent une forme de censure de ces plaintes et signifient leur illégitimité en renvoyant les personnes les femmes qui voudraient porter plainte contre ces agissements en minimisant la gravité de ces actes. Et donc, cette minimisation de la gravité des actes par des agents d'autorité publique contribue à l'autocensure des victimes, d'abord, et elle contribue aussi à une sous-estimation de la violence faite aux femmes dans l'espace public. Alors, ces expériences, ces actes de violence et d'agression des femmes dans l'espace public contribuent à des expériences négatives de l'espace urbain, puisque tous ces actes, en fait, comme il a déjà été
dit dans les exposés précédents, ces actes en fait signifient, comme le harcèlement, comme les sifflements, comme les poursuites, comme les bousculades, comme les attouchements, signifient l'illégitimité de la présence des femmes dans l'espace public. Et donc, on voit que ça ne favorise pas en fait l'appropriation, enfin, la présence et l'appropriation des femmes dans l'espace public, et que ces actes sont des véritables formes d'exclusion des femmes de l'espace public. Ces formes d'exclusion, elles sont prolongées également, comme le montre la contribution de Claudine Liénard dans ce que Pierre Lannoy a montré plus tôt dans la journée, c'est que cette illégitimité des femmes dans les espaces publics, elle ne se traduit pas seulement par ces actes de violence, mais aussi par le fait que peu de noms de rues ou de monuments soient dédiés aux femmes dans l'espace public. Alors, cette insécurité des femmes dans l'espace public, elle est prolongée également dans certains espaces privés, puisque un certain nombre de femmes effectuent, et ça c'est la contribution de Mathilde Collin et de François Schroer qui le montrent, c'est que certains espaces privés, certains espaces résidentiels sont des espaces de travail pour un certain nombre de travailleuses comme les aides ménagères, les infirmières à domicile, les gardes-malades. Donc, pour ces travailleuses, en fait, l'insécurité qu'elles peuvent expérimenter dans l'espace public continue dans certains espaces privés qui sont des espaces professionnels, puisque les clients ou les patients eux-mêmes produisent ces violences dans ces espaces qui sont des espaces hybrides. Et donc, on voit que la frontière, avec cette contribution de Mathilde Collin et de François Schroer, on voit que la frontière entre espace privé et espace public est largement en fait remise en question. On voit en tout cas sa porosité. Voilà. Alors, ces expériences et ces représentations hostiles de l'espace public, elles sont en fait, elles ne tirent pas simplement leur origine de ces expériences, mais elles tirent également leur origine de la socialisation et de l'apprentissage de représentations sexuées de cet espace public. Et ça, ce sont les contributions de Claire Gavret et Serge Govers qui le mettent en question, notamment pour la socialisation primaire, donc pour l'éducation, notamment dans le cercle familial, puisque Serge Govers et Claire Gavret montrent que même si aujourd'hui les filles sont plus présentes dans l'espace public, les adolescents sont plus présentes dans l'espace public qu'auparavant, et que elles accordent une plus grande importance, notamment à travers leur enquête quantitative, à être présentes dans l'espace public. Néanmoins, leur présence dans l'espace public reste tout de même contrôlée, notamment par les parents, par leurs parents, notamment à travers toute une série d'éléments qui sont les mises en garde par rapport au danger, mais aussi la fixation d'horaires qui est d'horaires de sortie qui sont plus strictes que pour les garçons. La contribution de Camille Desjardins montre aussi que c'est finalement l'apprentissage de ces représentations sexuées, elle continue lors de la socialisation secondaire, et que cette socialisation secondaire conduit à produire une ségrégation sexuée des espaces publics et des pratiques de l'espace public qui sont façonnées par
ces ségrégations. Donc on voit de ces contributions que le genre et les pratiques de l'espace public sont déconstruits et qu'ils font aussi l'objet d'apprentissage qui mettent en valeur plutôt la vulnérabilité des femmes dans l'espace public et le fait que les hommes, évidemment, sont plus forts que les femmes dans l'espace public. Alors, on voit que les usages et les pratiques des espaces urbains sont modelés par l'insécurité, par ce sentiment d'insécurité. Et là, la contribution de Léopoldine Bogart détaille en fait les stratégies des femmes pour faire face à ce sentiment d'insécurité. Et donc, elle montre qu'il y a l'évitement de certains lieux qui sont sombres ou qui sont déserts à certaines heures de la journée. Donc, que ça modifie aussi la mobilité des femmes, notamment la journée et le soir. Et le désévitement des groupements d'hommes, que ça modifie aussi l'habillement des femmes, et qu'elles utilisent également d'autres moyens, donc de prévoir par exemple un GSM avec un numéro de secours qui est allumé, d'avoir des objets de défense dans leur sac, ou encore de changer, de sortir accompagné et pas seul, ou encore de changer de mode de déplacement et donc de privilégier par exemple des déplacements en voiture par rapport à des déplacements en transport en commun. Ou encore, dernière option qu'elle met en évidence, c'est l'annulation de certaines activités en raison de leur caractère insécurisant ou du déplacement qui est perçu comme insécurisant. Même si, encore une fois, les femmes sont moins victimes de violences dans l'espace public que les hommes. Alors, une autre contribution qui est celle d'Irène Zellinger et de Mathilde Collin, mais pardon, pas Mathilde Collin, mais de Madame Melotte, Patricia Melotte, pardon, met en évidence que certaines femmes, certaines femmes en fait réagissent, parce que là on est plutôt dans l'évitement, dans ce que Léopoldine Bogart met en évidence, mais que certaines femmes réagissent et qu'elles réagissent notamment par l'humour, par des réponses directes, et que cette contribution, elle met aussi en balance le fait que les femmes ne se comportent pas uniquement en fait en victime et tentent aussi de prendre le dessus dans ce genre d'interaction très négative et très insécurisante. Alors, d'autres contributions mettent en évidence que l'insécurité n'est pas le seul facteur qui façonne les déplacements des femmes dans les espaces publics, et que il y a, le facteur professionnel est aussi un facteur d'influence de cette mobilité, et également le facteur du care, notamment à travers le fait de s'occuper de ces enfants, qui module aussi l'usage des espaces publics. Alors, le livre met également en évidence, s'attache également à une dimension plus pratique, dans la mesure où le livre aborde les possibilités finalement de transformation de ce sentiment d'insécurité, d'action sur ce sentiment d'insécurité, et de transformation de l'usage des espaces publics. Alors, dans la contribution d'Irène Zellinger, qui est membre de Garance, elle montre que des transformations de l'espace public, des transformations matérielles de l'espace public sont possibles, notamment en agissant sur l'espace public et en agissant sur l'éclairage, sur des espaces de passage, et en travaillant sur des espaces qui sont fréquentés, et aussi en
comment dire, en consacrant des espaces qui sont dédiés aux femmes et qui pourraient améliorer le sentiment de sécurité. Par contre, la contribution de Tania Ramos montre que le design sécuritaire de l'espace public, qui est notamment la présence de caméras et de dispositifs dissuasifs, a conduit, par exemple, dans certains espaces tels que les stations de métro, a conduit finalement à la diminution de la présence humaine, et que ces évolutions ces transformations de l'espace public sont plutôt vectrices d'un sentiment encore plus grand d'insécurité des femmes dans l'espace public. Alors, je vais juste conclure en présentant d'autres éléments qui sont présents dans le livre et qui, eux, sont plutôt envisagent plutôt des transformations sociales et politiques qui seraient nécessaires pour un changement plus structurel, en fait, finalement, des mentalités pour améliorer le sentiment de sécurité des femmes et améliorer la légitimité de leur présence dans l'espace public. Non seulement il faut travailler avec les femmes, notamment à travers des marches exploratoires et des cours d'autodéfense pour leur donner des ressources pour agir contre les agressions, mais aussi il faut penser, et notamment à la formation des agents, notamment pour améliorer l'enregistrement des plaintes et également former des travailleurs sociaux pour un usage plus qui laisse une plus grande place aux femmes des espaces publics et collectifs, dont notamment d'autres espaces tels que les maisons de jeunes. Et je vais terminer par là. Merci pour votre attention. Un tout grand merci, Madame Sacco, pour votre intervention extrêmement intéressante. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu balayé les thématiques, plusieurs des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Donc voilà, ce livre avait une ambition assez globalisante et c'est très intéressant de voir à la fois la description et puis des réflexions sur ce qui pourrait être mis en place pour améliorer ce sentiment de sécurité. Et pour avoir connu les travaux de Léopoldine, Madame Bogart, oui. En fait, son travail a été très inspirant pour d'autres étudiantes par la suite. Et donc, il y a encore aujourd'hui beaucoup de recherches qui sont actuellement réalisées sur la sécurité des femmes dans les espaces publics, en mêlant un peu un regard sur notamment la question de la manière dont l'administration communale réagit, comment les services de police agissent, comment l'université aussi s'implique dans ces questions-là, parce que c'est un peu ce qui ressort aussi du résumé de l'ouvrage que vous venez de nous faire, mais on a l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait une collectivité d'acteurs qui agissent pour que vraiment les choses changent. En tout cas, un grand merci. Est-ce que quelqu'un dans le public ici souhaite poser une question à Madame? Non? Oui? Oui? Je vais arriver de l'autre côté. Mais je me demandais du coup ce que les problèmes d'édition que tu avais mentionnés au début de ton exposé disaient un petit peu de l'intérêt que les éditeurs avaient, en tout cas à l'époque de la publication du livre, vis-à-vis des étudiants. Alors je sais que cet intérêt-là se transforme aujourd'hui, mais est-ce que c'était plus compliqué à ce moment-là, par exemple, de publier en étudiant Alors, comment dire? En fait, je crois que c'est pas tout à fait lié au livre, mais je crois que ça a été des difficultés de la maison d'édition et une restructuration de leur façon de travailler. Et en fait, il y avait certaines collections chez Academia qui ne recevaient pas du tout de publicité, mais il y a eu, je pense,
des restructurations qui ont fait que la maison a dû revoir un petit peu sa politique de présence dans les librairies parce que tout simplement, elle n'arrivait pas du tout à faire le tour et à distribuer elle-même ses ouvrages puisqu'elle n'est pas distribuée par les grands distributeurs. Et donc, du coup, maintenant, Academia ne mise que sur certains ouvrages dont elle fait une publicité importante pour rationaliser en fait son travail. Et donc, en fait, on a été pris, je pense, dans cette transition qu'a opérée la maison d'édition. Et voilà, c'est aussi une question de limitation des moyens pour publier, puisque ce livre, en fait, n'a fait pratiquement aucune recette. Donc, il nous faut, en fait, absolument des subsides pour publier ce genre de livre. Sinon, voilà, ces travaux restent, restent enfermés soit sur des sites internet, soit et ne reçoivent pas de visibilité. Mais néanmoins, il a été distribué dans les bibliothèques.